Salut, je m'appelle Célène. Ma mère m'a expulsée de son mariage lors de son grand jour, en disant que je n'étais pas assez bien pour en faire partie. Mais ce n'était pas le pire. Derrière les fleurs, les déguisements, les sourires parfaits, ils cachaient quelque chose de plus grand. Ils avaient passé des années à m'effacer, non seulement de la liste des invités mais aussi de la famille, du futur, et quand je suis finalement partie, tout ce qu'ils avaient construit s'est effondré. Mais voilà, quand votre propre mère fait de vous le méchant de son conte de fées, quel choix avez-vous? Tu penses que le mariage était le vrai drame. Attendez d'entendre ce qui s'est passé après. C'était presque l'heure de fermeture de mon magasin de fleurs à Charleston, lorsque mon téléphone a sonné sur le comptoir, le doux bourdonnement de la climatisation se mêlant au léger parfum de mensonges et d'eucalyptus humide suspendu dans l'air. J'étais en train de couper le dernier bouquet de la journée, le genre de moment paisible dont je profitais habituellement, jusqu'à ce que ce texte brise tout. Céline, je pense que c'est mieux si tu n'assistes pas au mariage. C'est pour le mieux. Pendant une seconde, j'ai cru que je l'avais mal lu. Mes doigts se figèrent sur les tiges, mon pouce appuyant toujours sur les cisailles. Au milieu d'un claquement de doigts, j'ai cligné des yeux en relisant ces mots froids et calculés de ma propre mère. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un malentendu, c'était réel. Elle ne voulait pas que je sois là le jour de son mariage. J'ai regardé l'écran comme si je pouvais vouloir que les mots changent, mais ils ne l'ont pas fait. Ils restèrent là, plats et définitifs, comme un verdict rendu dans une salle d'audience. Je ne savais même pas que j'étais jugée. Ce n'était pas la première fois que ma mère, Drusilla, décidait que je n'étais pas assez bien. Mais ça, c'était différent. C'était le dernier clou. Ma poitrine se serra, une douleur lente et sourde se propageant sous mes côtes. J'ai jeté un coup d'œil autour de ma petite boutique, où chaque recoin contenait des souvenirs de ma famille, et maintenant ils avaient décidé d'avancer sans moi. Je posai la cisaille et m'appuyai contre le comptoir, le poids du texte s'écrasant sur moi comme de l'eau froide. Puis, comme si mon esprit avait besoin de me torturer davantage, le souvenir me frappa. C'était il y a un mois, lors d'un de ces premiers matins de mai, où l'air de Charleston sentait la pluie et le magnolia. Je venais de finir de ranger mes affaires lorsque ma mère entra dans la boutique, élégante comme toujours, son sourire tranchant comme un couteau. Elle n'a pas perdu de temps. Céline, nous devons parler. Dit-elle, la voix, les yeux serrés, évitant les miens. Je me suis essuyé les mains et j'ai attendu. Tu ne corresponds pas vraiment à l'image que nous recherchons, continua-t-elle. Un ton si poli qu'il a rendu plus profond le truc de demoiselle d'honneur. Il vaut peut-être mieux que tu prennes du recul. Les mots m'ont traversé ce jour-là comme des coupures de papier. Fins, précis et en quelque sorte plus douloureux en raison de la politesse avec laquelle elle les a prononcés. J'avais ri maladroitement, pensant que c'était une mauvaise blague, mais son visage me disait que ce n'était pas le cas maintenant. Un mois plus tard, elle l'avait officialisé. Non seulement je n'étais pas à côté d'elle, mais je n'étais pas du tout le bienvenu. J'ai marché lentement jusqu'à l'arrière du magasin, éteignant les lumières une par une, laissant les ombres s'infiltrer alors que le soleil plongeait sous l'horizon de Charleston. Mes jambes semblaient plus lourdes à chaque pas, ma poitrine se serrait alors que mon esprit continuait à rejouer ce message. Comment suis-je arrivé ici? Comment suis-je devenu un étranger dans ma propre famille? Mon esprit est revenu aux innombrables nuits où je suis resté éveillé pour payer le loyer quand maman était petite, et dans ma sœur, Aelia, à nettoyer ses dégâts, prenant soin de tout le monde, alors que personne n'avait jamais pensé à vérifier si j'allais bien et maintenant je n'étais plus qu'un handicap dans leur petit récit parfait. Mon téléphone a encore sonné. Aelia avait posté une photo sur Instagram. Le mariage familial parfait, pas de drame, juste de l'amour. La légende était plus profonde que n'importe quel texte. La photo, ma mère, Aelia, et un cercle de demoiselles d'honneur souriantes riant sous la douce lueur du soir de Charleston. Je n'y étais pas, on ne m'a même pas mentionné. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi, quelque chose de calme, de lourd mais de tranchant. J'ai fermé la boutique à clé, les clés froides dans ma paume. Mes pas résonnaient sur le trottoir alors que je rentrais chez moi, chaque son étant amplifié dans la nuit épaisse et humide. Au moment où j'arrivais à mon appartement, je ne ressentais plus de tristesse. Je me sentais creux. Debout devant le miroir de ma salle de bain, j'étudiais mon reflet comme si je regardais un inconnu. Ma voix a brisé le silence lorsque j'ai murmuré. S'ils m'ont effacé, il est peut-être temps que je les efface aussi. Plus besoin d'attendre d'être invité, plus besoin d'espérer des miettes. Cette nuit-là, je restais allongé dans mon lit à regarder le plafond, ma mère courant, jusqu'à ce que l'épuisement m'entraîne enfin. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un nom que je n'avais pas entendu depuis des mois éclairant mon téléphone. Le nom qui s'affichait sur l'écran de mon téléphone m'a arrêté, Junia. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois, pas depuis ce dernier dîner de famille où elle m'avait doucement glissé une assiette supplémentaire en murmurant. Tu ne devrais pas les laisser te traiter ainsi.
Elle était la seule à me regarder dans les yeux, alors que les autres prétendaient que je n'étais même pas là. Alors quand son nom est apparu à 7 heures du matin, je savais déjà que ce n'était pas bon. J'ai quand même répondu, Junia. Sa voix était feutrée, presque désolée. C'est l'aînée, je ne voulais pas être celle qui dit ça, mais maman m'a demandé de t'appeler. Mon estomac s'est effondré. Elle voulait que je m'assure que tu ne viennes pas aujourd'hui. Junia continua rapidement, comme si elle arrachait un pansement. Elle a dit, c'est mieux pour tout le monde. La paix là-bas. C'était encore cette phrase. Paix. Comme si mon existence avait déjà perturbé la leur, comme un nuage d'orage ruinant leur petit monde ensoleillé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je laisse les mots s'installer dans le silence. Message lourd et tranchant reçu, dis-je finalement, d'une voix plate. Junia essaya d'atténuer le coup. Céline, je ne suis pas d'accord avec elle, tu ne mérites pas ça. Mais je l'avais déjà ignoré. Il ne s'agissait pas de savoir si je le méritais encore. Ils ont pris leur décision. Après la fin de l'appel. Je m'assis au bord de mon lit, regardant la lumière du soleil traverser les stores extérieurs. Charleston se réveillait. Les cloches de l'église sonnaient le chant des oiseaux flottants dans la brise, le bourdonnement des préparatifs du mariage partout. C'était censé être le jour parfait pour ma mère et apparemment, cela m'obligeait à disparaître. Les murs de mon appartement me semblaient soudain trop petits, l'air trop lourd. J'ai attrapé mes clés et ma veste sans réfléchir, ayant besoin de bouger pour respirer, pour ne pas sentir le poids de cet appel téléphonique appuyé sur ma poitrine. J'ai roulé sans but dans les rues de Charleston, devant des touristes tenant des tasses de café, des couples vêtus de vêtements pastels, des amis se réunissant pour une célébration à laquelle je n'étais explicitement pas invitée. Chaque coin de cette ville gardait un souvenir de moi. Chaque rue murmurait les années que j'avais passées à rassembler les morceaux de ma famille. Et maintenant, je n'étais même plus une pensée après coup. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire, mais avant midi, je me suis retrouvée garée en face de l'hôtel Belmont, le lieu du mariage. Je n'avais pas l'intention d'entrer, mais la curiosité est une chose cruelle. Il ne vous permet pas de détourner le regard quand vous le devriez. Alors je suis restée là, les bras croisés sur ma poitrine, et j'ai regardé les invités arriver en groupe, riant, posant pour des photos, tout le monde parfaitement habillé, parfaitement heureux. Et puis je l'ai vu, ma mère Drusilla se déplaçait dans la foule comme une reine, son voile parfaitement épinglé, son sourire répété. Elle parlait au directeur de l'hôtel, mais sa voix traversait la rue, traversant le Morning Light Glass. Si elle met les pieds ici, jetez-la dehors. Elle n'est pas de la famille. Elle n'a pas dit mon nom, elle n'était pas obligée de le faire. Les mots ont frappé plus fort que prévu, comme un coup de poing dans les côtes. Je restais frozen sur le trottoir, la regardant se détourner, comme si je n'étais qu'une ombre. Après quelques longues minutes, je suis finalement remontée dans ma voiture, l'engourdissement m'envahissant comme une seconde peau. J'ai roulé sans direction, les rues de Charleston se brouillant. Les heures se sont écoulées sans que je m'en aperçoive. Au moment où le soleil a commencé à se coucher derrière l'horizon, je me suis retrouvée au bord de l'eau. La promenade était presque vide maintenant, quelques touristes s'attardaient, le bruit des mouettes s'estompant dans la brise. J'ai marché lentement vers le bord de la plage, la marée s'étendant comme quelque chose de doux et de cruel à la fois, et debout là avec l'horizon burning gold devant moi, elle m'a finalement frappée. Ils avaient passé des années à créer leur petit monde parfait, et quand je ne correspondais pas à leur image, ils m'ont effacée. Très bien, s'ils voulaient que je parte, je pourrais disparaître, mais pas selon leurs conditions. J'ai pris une longue inspiration, laissant l'air de l'océan s'installer au plus profond de mes poumons. S'ils voulaient que je sois effacée, je n'ai murmuré à personne que je disparaîtrais, mais selon mes propres conditions. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, la douleur dans ma poitrine n'avait pas disparu, mais elle me semblait différente, plus lourde, plus aiguë, et finalement j'ai attrapé l'enveloppe. Caspian m'avait quitté il y a des semaines, celui que j'avais ignoré sans l'avoir ouvert parce que je n'étais pas prêt à affronter la vérité qu'il contenait. J'ai brisé le sceau et déplié les papiers à l'intérieur, et tout a changé. J'ai déplié l'enveloppe avec le genre de soin qu'on apporterait à quelque chose de fragile, de dangereux. L'écriture de Caspian me regardait, nette, précise, presque clinique. À l'intérieur se trouvait une copie d'un contrat de mariage. À première vue, cela ressemblait à n'importe quel accord formel, des lignes dactylographiées, des signatures soignées, un jargon juridique destiné à endormir les gens. Mais pendant que je lisais, mon pouls a commencé à battre dans mes oreilles. Voilà, c'était là, profondément enfoui dans les clauses. À la fin du mariage, tous les biens partagés, y compris le domaine familial et les avoirs financiers, tomberaient uniquement sous le contrôle de Silurène, le futur mari de ma mère. Un souffle calme glissa entre mes lèvres. Je l'ai relu, plus lentement cette fois, traçant chaque mot comme si j'épluchais la peau d'une blessure. Mon nom n'y était pas. Le nom d'Aélia n'était pas là, seulement le leur,
Ria et Silu se liant ensemble dans un contrat qui effaçait effectivement ces deux filles de la photo. Il ne s'agissait plus seulement du mariage. Ce n'était pas une chute émotionnelle ou une dispute familiale. Cela a été calculé. Je m'appuyais sur mon canapé. Le doux bourdonnement du ventilateur de plafond, soudain trop fort. Dans le silence, mon esprit tourbillonnait d'images faisant apparaître le texte froid de la publication Instagram Picture Perfect de maman Aurélia, le rejet du public devant l'hôtel Belmont. Ce n'était pas personnel, c'était professionnel. Mon téléphone a encore sonné. Je l'ai ignoré. J'avais besoin d'air. Enfilant un sweatshirt, je suis sortie dans la nuit de Charleston. L'humidité s'accrochait à ma peau comme de la sueur. Les rues sont pour la plupart vides, à l'exception de quelques voitures qui passent. J'ai marché sans réfléchir dans les rues que j'avais mémorisées au fil des années, jusqu'à ce que j'atteigne le petit café Caspian, où je me retrouvais en fin de journée. C'est à ce moment-là que le souvenir a frappé. 2 semaines avant le mariage, j'étais passée chez maman pour lui livrer les échantillons floraux qu'elle avait demandés. Elle n'était pas chez elle, mais la porte d'entrée était déverrouillée. J'étais entrée, j'avais placé les échantillons sur le comptoir de la cuisine et j'avais remarqué la porte du bureau légèrement entr'ouverte. Par habitude, par curiosité ou peut-être pour quelque chose de plus, j'ai plongé à l'intérieur. C'est là que je l'ai vu, ce même contrat de mariage posé sur le bureau de Silas. Cela avait attiré mon attention, non pas à cause de l'épaisse pile de papier juridique, mais parce que le nom de ma mère était là, sans que le mien ni celui d'Aélia ne soit visible. À l'époque, je n'y avais pas beaucoup réfléchi. J'avais l'habitude d'être négligée. Mais maintenant, au milieu d'une rue vide, tout claquait comme des dominos tombants. La voix de Caspian résonnait dans ma tête lors d'une conversation il y a des semaines, où il m'avait prévenu que Céline Silu avait fait ça avant que 2 femmes ne partent toutes les 2 avec rien d'autre que des factures et du chagrin. Je n'avais pas voulu le croire alors. Je voulais croire que ma mère ne tomberait pas amoureuse d'un homme qui utilisait des femmes épuisées et abandonnées comme des cartes de crédit périmées. Mais le contrat que j'avais entre les mains prouvait le contraire. Je rentrais. Chez moi plus lentement que d'habitude, mais pas lourd de réalisation. Au moment où j'arrivais à mon appartement, la douleur en moi s'était transformée en quelque chose de plus froid. Ils ne m'ont pas seulement laissé de la liste des invités, ils m'ont laissé de côté pour tout le futur. Ils en construisaient un là où je n'existais pas seulement émotionnellement, mais légalement, financièrement, de façon permanente. Chaque petite offense, chaque commentaire désinvolte au fil des années, chaque fois que maman me frôlait en faveur d'Aélia, ce n'était pas des accidents, c'était du conditionnement. Ils voulaient que je parte bien avant ce mariage. Le mariage n'était que l'acte final. Je me laissais tomber sur le bord de mon lit, regardant le ventilateur de plafond, coupant l'air. Ils ne m'ont pas simplement effacé, ils m'ont vendu. Quelque part sous la douleur sourde dans ma poitrine, quelque chose s'est ouvert. Pas de tristesse, pas de chagrin, de la colère, une colère réelle, osseuse, profonde et inébranlable. Pour la première fois depuis des années, je l'ai laissé s'installer dans mes veines comme une étincelle attendant une flamme. Ce n'est pas le cas. Sûr. Le lendemain matin, une nouvelle rumeur à mon sujet s'est répandue comme une traînée de poudre, et je savais exactement qui avait allumé l'allumette. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre plus rapidement que prévu, mais exactement comme j'aurais dû le savoir. À midi, 3 personnes différentes m'avaient envoyé le même message, comme si je ne l'avais pas déjà entendu, murmuré dans la barbe de chaque membre de la famille qui souriait trop largement et s'en souciait trop peu. Céline est instable. Elle a menacé de gâcher le mariage. Elle est hors de contrôle. Cela aurait été presque drôle si cela ne m'avait pas semblé si familier la façon dont ma famille a toujours déformé la vérité jusqu'à ce qu'elle devienne une arme. Au début, j'ai pensé à le laisser s'éteindre. Laissez-les parler, laissez-les me décrire comme le méchant. Mais ensuite Junia a envoyé un texto. Tu devrais venir ce soir dîner de répétition au Belmont, être vu. J'ai regardé l'écran, me demandant pourquoi je devrais m'embêter, pourquoi aller directement dans la fosse au lion alors que je savais déjà qu'il voulait me mutiler. Mais quelque chose en moi, quelque chose de vif et de têtu, me disait que je devais me présenter, non pas pour expliquer, non pas pour plaider, mais pour leur rappeler. J'étais encore debout ce soir-là. Le Belmont brillait comme une carte postale de Noël. Des lumières blanches accrochées autour des colonnes, des serveurs glissant entre les tables avec des plateaux de champagne, tout est organisé pour être parfait. Je me suis glissé discrètement inaperçu au début, mais les yeux vous trouvent toujours quand ils veulent que vous disparaissiez. Caspian m'a trouvé près de la porte. Il n'a pas dit grand-chose, il m'a juste lancé ce regard à moitié averti, à moitié inquiet. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il dans un souffle. « Ils ne peuvent pas écrire ma fin. » J'ai répondu. La soirée s'est déroulée comme un rire ludique à sa place. De faux sourires s'échangeaient comme des cartes de visite, jusqu'à ce que le marié prenne le micro.
Silu se tenait grand, suffisant, un bras nonchalamment enroulé autour de ma mère, comme si elle lui appartenait déjà et que tout le reste appartenait à sa famille. Commença-t-il d'une voix chérie, douce, ceux qui savent quand leur temps est terminé. Les invités ont ri poliment, nerveusement, mais ses yeux se sont fixés sur les miens lorsqu'il a ajouté. Certaines personnes ne savent tout simplement pas quand elles ne sont plus nécessaires. Le sourire n'a jamais quitté ses lèvres, mais le message a fait l'effet d'une gifle. Je gardai mon visage immobile, ma main serrée autour du verre. Puis ma mère a pris le micro. Chaque mère rêve d'enfants qui lui apportent de la joie, dit-elle doucement. Malheureusement, nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons. Ses yeux n'ont pas quitté les miens. La pièce devint silencieuse. Personne n'a dit un mot. Caspian se pencha. Ils essayaient de te briser ce soir, murmura-t-il. Je posai soigneusement mon verre et me levai. Le bavardage s'estompa, Fork s'arrêta en plein air. J'ai marché vers la sortie, sans me retourner, jusqu'à ce que je le fasse. Ma voix est restée calme. Sois même prudent, dis-je en croisant leurs deux yeux. Même les ombres ont des limites. Et puis je suis parti. À l'extérieur, Charleston avait l'impression d'être dans un monde différent. Le bourdonnement de la circulation, le pouls tranquille de la vie avançant comme si de rien n'était. Dans cette salle de bal, j'ai continué à marcher, laissant l'air se rafraîchir, le poids pressant sur ma poitrine. Au coin, sous la rue, une lampe brille. Je me suis arrêté et j'ai tout respiré. Cette nuit-là, alors que j'étais éveillé à regarder le plafond, quelque chose en moi a changé. Le prochain coup serait le mien, et cette fois je ne jouerais pas gentiment. 3 jours avant le mariage, mon téléphone s'est allumé avant le lever du soleil. La ville devant ma fenêtre était encore sombre, l'air lourd, avec le genre de calme qui survient juste avant que quelque chose de terrible n'arrive. Quand j'ai attrapé le téléphone, m'attendant à moitié à de nouvelles excuses creuses ou à une demande froide, j'ai trouvé le nom de Caspian à la place. Son message était court. Aelia dit aux gens que vous essayez de gâcher le mariage. Je me redressai, le poids de ces mots s'enfonçant directement dans mon ventre comme une pierre. Bien sûr qu'elle l'était. Ce n'était pas suffisant pour m'exclure. Maintenant, il devait aussi brûler mon nom. J'ai regardé l'écran, relisant le message encore et encore comme s'il allait soudainement avoir un sens. Ce n'est pas le cas. En milieu de matinée, j'en ai vu la preuve par moi-même. 2 messages, subtils mais suffisamment clairs si l'on savait lire entre les lignes. Un d'une amie d'Aelia. Certaines personnes ne supportent vraiment pas de voir les autres heureux. Un autre d'un cousin éloigné. Le drame familial est épuisant. Laissez les gens faire la fête sans vos bagages. Je n'avais pas besoin d'un nom pour savoir de qui ils parlaient. J'ai passé l'heure suivante à arpenter mon salon, la même phrase résonnant dans ma tête comme une statique. Elle dit à tout le monde, vous essayez de gâcher le mariage. C'était l'effort final. Pas maman, pas Silu Aelia, la personne qui, je pensais, hésiterait au moins avant d'enfoncer le couteau. Avant de pouvoir me dissuader, j'ai composé son numéro. Elle a décroché après la 2e sonnerie, dit Céline Aelia, d'une voix froide comme le bourdonnement statique d'un signal radio. J'avais oublié comment régler. Pourquoi tu fais ça? Ai-je demandé, passant outre les bavardages, la gorge serrée, avec quelque chose de dangereusement proche du chagrin. Elle n'a pas manqué une miette. Tu es jalouse. Céline. Tu l'as toujours été. Je clignai des yeux, les mots étant plus tranchants que ce à quoi je m'attendais. Tu détestes voir maman heureuse. Continua-t-elle comme si elle répétait la réplique depuis des semaines. Vous ne supportez pas de ne pas être au centre de l'attention. Le rire qui m'a échappé n'était pas doux, il était amer, hollow. Tu crois vraiment que tu ne peux pas t'en empêcher? Dit-elle. Vous vivez pour le chaos. J'avalai la boule qui se formait au fond de ma gorge, ma main se resserrant autour du bord du comptoir de la cuisine. Elle pensait chaque mot. Elle ne disait pas ça pour me provoquer. Elle croyait sincèrement que j'étais le méchant de son histoire. Nous avons mis fin à l'appel sans résolution, sa voix devenant froide, la mienne se transformant en glace. Ce soir-là, après avoir fermé le magasin et que les rues ont commencé à se vider, mon téléphone a de nouveau sonné. Aurélia, un seul message cette fois, pas de fioriture, pas de prétention. Si tu aimes vraiment maman, tu ne viendras pas, ne gâche pas sa journée. Je l'ai regardé plus longtemps que je n'aurais dû laisser les mots s'enfoncer dans mes os comme des engelures. Si tu aimes vraiment maman. Comme si l'amour signifiait s'écarter tranquillement pendant qu'il m'effaçait. J'ai posé le téléphone, me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville scintiller au loin. J'avais passé des années à me faire plus petit pour qu'il se sente grand. J'avais passé encore plus de temps à espérer qu'il finirait par me voir. Mais ça, ce n'était plus un malentendu, c'était une stratégie. Je suis retourné au comptoir, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé lentement, délibérément. Si vous continuez à me pousser dehors, ne soyez pas surpris quand j'arrête de me taire.
J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone face cachée de main. Il comprendrait ce que cela signifiait. Quand The Kiewan a finalement parlé, le café était calme quand je suis arrivé le lendemain matin, un de ces endroits du centre-ville niché entre de vieux bâtiments en briques qui sentaient légèrement l'espresso et le bois ciré, le genre d'endroit où personne ne faisait attention à vous à moins que vous ne le demandiez. Caspian était déjà là, assis à une table d'angle, un dossier en carton posé sur la table comme une arme chargée. Il a levé les yeux quand je suis entré et, sans un mot, a fait glisser le dossier vers moi pendant que je m'asseyais. Je l'ai ouvert, m'attendant à des reçus ou à des ragots sans enthousiasme, mais ce n'était pas ça. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents que je n'avais jamais vus auparavant, des dossiers détaillés, une copie complète du contrat de mariage que j'avais entrevu pour la première fois il y a des semaines, mais cette fois noté, surligné et agrafé. Soigneusement. Derrière tout cela se trouvaient des relevés bancaires, des dossiers judiciaires, des dossiers juridiques, une trace du passé de Silas, 2 mariages antérieurs, 2 femmes laissées dans la ruine financière, des actifs transférés discrètement, systématiquement. J'ai parcouru les pages, mon cœur battant plus vite à chaque ligne. J'ai lu le nom de ma mère, la date du mariage, la clause qui donnait effectivement à Silas le contrôle de tout, y compris ce qui aurait dû être mon héritage et celui d'Aurélia. Quand j'ai levé les yeux, Caspian m'observait attentivement, ses mains enroulées autour de sa tasse de café. « Pourquoi fais-tu ça ?» ai-je demandé doucement. Il expira lentement, parce que quelqu'un aurait dû te protéger depuis longtemps. J'ai avalé, je ne suis pas sûre. Comment supporter le poids de cette simple vérité? Tu as passé toute ta vie à nettoyer leurs dégâts. Continua Caspienne. Il est peut-être temps de faire le ménage. Les mots se posèrent sur moi comme une encre, un ancrage lourd. Pendant des années, j'étais celui qui se présentait, celui qui réparait les choses, celui qui avalait sa fierté pour que tout le monde puisse sauver la face. Il était peut-être temps d'arrêter de jouer ce rôle. J'ai plié le dossier, l'ai fermé soigneusement, comme s'il scellait quelque chose de fragile, et je me suis levée. Merci. J'ai dit que je le pensais. Il hocha la tête une fois. Quoi que vous fassiez ensuite, ne le faites pas pour eux, faites-le pour vous. J'ai quitté le café et suis retourné à mon appartement, le dossier bien serré dans mes mains. Le soleil était alors haut, les rues bourdonnaient de gens se préparant pour le mariage. Camions de livraison le week-end, fleuristes, traiteurs se précipitant dans les salles, Charleston se préparait pour un spectacle auquel je n'étais jamais censé assister. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé l'écran pendant un long moment, puis, sans hésitation, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé l'avocat de ma famille. Il lui fallut 3 sonneries avant qu'il ne réponde à sa voix formelle mais polie. « Céline, que puis-je faire pour toi ?» Je lui ai tout dit. Je lui ai envoyé les documents. Caspian avait rassemblé chaque ligne soulignée, chaque clause accablante. J'ai expliqué le schéma, la façon dont cela s'était produit auparavant, la façon dont cela se reproduisait. Quand j'ai fini, il y a eu une longue pause sur la ligne. « Tu comprends ce que tu me demandes de faire ?» dit-il prudemment, « Je le comprends. Vous êtes conscient que cela pourrait déchirer votre famille. » J'ai presque ri. Ce navire avait navigué il y a longtemps. « Je veux que ce mariage cesse, » dis-je calmement, et je veux qu'il sache exactement pourquoi l'avocat a hésité. Je peux préparer une injonction, mais cela provoquera une scène publique. Bien, que ce soit public. Laissez la vérité se dévoiler à la lumière. Avant de mettre fin à l'appel, j'ai ajouté une dernière chose. Assurez-vous qu'ils ne peuvent pas m'effacer cette fois. Cette nuit-là, j'ai dormi différemment, pas bien, mais avec un calme étrange, comme si quelque chose en moi s'était enfin installé. Le lendemain, alors que les invités arrivaient dans leurs plus beaux vêtements, les premières fissures de leur journée parfaite ont commencé à apparaître. À midi, l'hôtel Belmont ressemblait à un magazine de mariage du Sud. Des arches d'un blanc immaculé, des rubans de soie flottant dans la brise et des invités arrivant dans leurs plus beaux vêtements, mourant le champagne, comme si rien au monde ne pouvait aller mal. Mais je savais mieux. Depuis la fenêtre du café d'en face, je les regardais arriver. Des oncles en costume repassé, des cousins en robe pastel, de vieux amis de la famille faisant la queue pour assister au spectacle. Ils ne savaient pas que le rideau était sur le point de tomber. À l'intérieur de la salle de bal de l'hôtel, ma mère se tenait radieuse sous le lustre, légère, le voile parfaitement épinglé, les lèvres tendues en un sourire suffisamment large pour se fissurer. Silas se tenait à côté d'elle. Suffisant et poli comme toujours, une main posée de manière possessive sur son dos. L'image du bonheur, si vous n'y regardiez pas de trop près. Quelque part derrière eux, Caspian s'attardait au fond de la pièce, sa posture décontractée, mais son regard perçant, scrutant chaque recoin comme s'il attendait que le ciel s'effondre. Cela ne prit pas longtemps. Le premier signe est venu sous la forme de 2 hommes en costume sombre se faufilant devant la foule, se dirigeant droit vers l'avant. J'ai vu le changement d'ondulation à travers la pièce, de chuchotements, de têtes dont la tension était suffisamment forte pour trancher la soie.
L'un des hommes, notre avocat de la famille, s'est approché de ma mère, se penchant suffisamment près pour que seule elle et Silas puissent entendre. Le sourire disparut de son visage. La mâchoire de Silas se serra si fort que je pouvais le voir de l'autre côté de la rue. L'annonce est arrivée quelques minutes plus tard. La cérémonie de mariage avait été temporairement retardée en raison de circonstances juridiques imprévues. J'ai presque ri de la façon dont il avait formulé poliment, comme s'il ne s'agissait pas d'une bombe larguée au milieu de leur journée parfaite. Les murmures se sont répandus comme une traînée de poudre. Au moment où j'ai traversé la rue et me suis glissé tranquillement dans le hall de l'hôtel, la salle de bal était déjà en ruine. Les invités s'agitaient avec inquiétude, murmurant derrière des mains signalées. Les téléphones étaient éteints, les messages volaient plus vite que le personnel de musculation ne pouvait remplir le champagne, puis les portes du couloir latéral s'ouvrirent en grand. Lui lança Silas au visage, sa voix rouge s'élevant au-dessus du chaos. « C'est elle », a-t-il crié en me désignant comme si j'étais un criminel jugé. Elle a planté ça. C'est sa vengeance. Les yeux se tournèrent vers moi comme des projecteurs. Je n'ai pas bronché. J'ai croisé son regard uniformément, le calme dans ma poitrine. Des personnes inconnues, mais stables enregistraient. Maintenant, je pouvais voir l'éclat des téléphones tenus comme des boucliers, capturant chaque instant. La voix d'Aélia vint ensuite, aiguë et cassante, par-dessus le bruit de la foule. Elle n'était même pas dans la pièce. C'était un message vocal qui bourdonnait sur mon téléphone. Quelques secondes après l'explosion de Silas, tu as gâché tout ce qu'elle a cassé. J'espère que vous êtes heureux d'avoir détruit la seule famille qu'il vous restait. Je l'ai écouté 2 fois, laissant les mots m'envahir comme une pluie froide. Le problème avec le blâme, c'est qu'il trouve toujours la cible la plus facile. Le message de Junia est arrivé peu de temps après qu'ils vous accusent tous. Elle a écrit, mais tu as bien fait. Quelque part au fond de moi, je voulais la croire. Mais à ce moment-là, debout au milieu des décombres, tout ce que je ressentais, c'était l'épuisement. Je pensais que c'était fini. Je pensais que le pire était passé. Mais ensuite, du coin de l'œil, j'ai vu du mouvement à l'avant de la pièce. Ma mère avait attrapé le micro. L'air dans la salle de bal était plus lourd au moment où les doigts de ma mère s'enroulaient autour du microphone. Son sourire avait disparu, sa posture raide. Ce n'était pas l'hôte posé et aimable que tout le monde avait vu plus tôt. C'était une femme dénouant fil à fil devant un public trop abasourdi pour détourner le regard. Je me tenais figé près du fond, le souffle coupé à mi-chemin dans ma gorge. Elle s'éclaircit la gorge, sa voix traversant les murmures nerveux comme du verre brisé. « Vous êtes tous venus ici aujourd'hui. » Commença-t-elle d'un ton tremblant mais forcé à quelque chose de doux, être témoin de l'amour, célébrer un nouveau départ. Certaines personnes hochèrent poliment la tête, ne sachant pas trop où cela allait nous mener. Mais ce que personne ne vous dit, a-t-elle poursuivi, voire Rising, c'est que la famille n'est pas toujours ce à quoi elle ressemble sur les photos. Une pause, un changement. Son regard se tourna vers moi à travers la pièce, tranchant comme une lame. Dès sa naissance, ma mère a dit, d'une voix cassante mais claire, « Séléné n'a été qu'un fardeau ». Les mots ont frappé plus fort que prévu, comme si quelqu'un m'avait coupé le souffle. La salle de bal entière devint silencieuse. Vous auriez pu entendre une épingle tomber entre les halètements et les mouvements inconfortables. Pendant un moment, j'ai juré. Le lustre au-dessus de nous vacillait, comme si même les lumières ne pouvaient pas supporter ce qui se passait quelque part près de la façade. La mâchoire de Caspian se serra, Junia se leva, gelée, son téléphone oublié dans sa main. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde se tourner vers moi. La fille invisible, l'enfant à problème, maintenant clairement peinte à la vue de tous. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, mon cœur battant fort dans mes oreilles, avant que quelque chose en moi ne se brise. Pas dans la colère, ni même dans la tristesse, juste dans la finalité. J'ai pris une inspiration, j'ai redressé mes épaules et j'ai marché lentement, délibérément, vers le devant de la pièce. La foule s'est séparée comme de l'eau. Quand j'ai atteint le bord de la piste de danse, j'ai levé les yeux vers ma mère, qui tenait toujours le micro comme si c'était la seule chose qui la retenait. « Tu voulais que je sois effacée. » J'ai dit ma voix, ferme, claire, félicitations. Je reculai, balayant mon regard des invités stupéfaits et chuchotant. Je suis partie. Sans attendre sa réponse, sans même un regard vers Silas ou Aurélia, je me retournai et m'éloignai. Le bruit de mes talons sur le marbre résonnait plus fort que le silence choqué à l'extérieur. Le soleil de Charleston avait commencé à enfoncer le ciel, un lavage de stridambre et de lavande. Le soir, la brise m'enveloppait comme une promesse de quelque chose de mieux. Au moment où j'atteignais la rue, j'entendais l'agitation derrière moi. Encore des cris, encore du chaos, mais tout cela n'avait plus d'importance. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu le reste par SMS et messages vocaux. Je n'ai pas pris la peine de répondre.
Silas était parti immédiatement après l'échec de la cérémonie, disparaissant sans laisser de traces, emportant avec lui tout ce qui restait de leur conte de fées soigneusement organisé. Les invités s'étaient dispersés, beaucoup d'entre eux chuchotant à propos de trahison, de scandale, de mauvais sang. Le téléphone de ma mère, selon Junia, sonnait sans arrêt avec des journalistes, des parents et des amis qui ne voulaient soudainement plus être associés à la catastrophe. Aurélia n'a pas tendu la main, pas un mot, pas même un autre message vocal blâmant. Tout ce qu'ils avaient construit, l'image, la performance, l'illusion, s'est effondré en un après-midi et je suis sortie des décombres avec, sans me retourner. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un dernier message, et ce n'était pas de la personne que j'attendais. C'était un mardi après-midi, lorsque le message arriva. Le ciel au-dessus de Charleston était gris ce jour-là, chargé du genre de pluie printanière qui menaçait mais ne tombait jamais vraiment. J'étais en train de trier des factures à mon bureau, écoutant à moitié un podcast diffusé en arrière-plan, lorsque mon téléphone a vibré contre la surface en bois. C'était Daelia. J'ai regardé l'écran pendant un long moment avant de l'ouvrir. Maman ne va pas bien. Elle n'arrête pas de parler de toi. C'est tout ce qu'il disait. Pas d'excuses, pas de colère, pas de ponctuation, juste une phrase suspendue comme une pensée inachevée. J'ai posé le téléphone et me suis penchée en arrière, sentant le poids de ces mots s'installer dans ma poitrine comme du sable mouillé. Pendant des semaines après l'échec du mariage, je n'avais eu aucune nouvelle d'aucun d'eux. Je pensais que le silence était la fin. Apparemment, ce n'était pas le cas. Ce soir-là, j'ai rencontré Caspian dans un petit bar près du front de mer. Il a glissé dans la cabine en face de moi, un dossier glissé sous son bras, sans un mot il l'a passé. À l'intérieur se trouvait une clé USB et une courte transcription imprimée. Une des anciennes femmes de ménage m'a envoyé ça. Expliqua-t-il doucement. Elle pensait que tu devrais le savoir. J'ai branché le lecteur sur mon ordinateur portable en rentrant chez moi. L'enregistrement n'a pas été long, un peu moins de 3 minutes, mais c'était comme un coup de poing dans l'estomac. La voix de ma mère, indubitable, froide comme la glace, même sur cassette. Céline est instable. Elle ruine tout ce qu'elle touche. C'est pourquoi j'ai dû l'éloigner. Le même mensonge, le même marquage cruel, mais cette fois-ci, il s'adressait avec désinvolture à quelqu'un qui, selon elle, n'avait pas d'importance. C'est là que tout a commencé. Les murmures, les rumeurs, les explications tacites qui permettaient aux gens de justifier plus facilement mon absence à chaque réunion de famille, à chaque étape importante. Non pas parce que j'étais difficile, mais parce qu'il était plus facile de croire que j'étais brisée. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis assis là dans la pénombre, écoutant le bourdonnement silencieux de la ville à l'extérieur. Ça n'a pas fait mal comme je le pensais. Cela ne m'a pas détruit, cela avait tout de sens. Quelques jours plus tard, je me suis rendue dans l'ancien quartier, passé de rues qui se sentaient comme chez moi. Je me suis garée à un pâté de maison de l'immeuble de ma mère, je suis sortie et je suis restée là pendant longtemps en regardant la porte d'entrée. J'avais traversé 1000 fois auparavant, mais je ne suis pas entrée. Il ne restait plus rien à dire, quelque part entre la trahison et les mensonges et les années de me pliage dans des formes. Ce ne serait jamais suffisant. J'avais finalement cessé d'avoir besoin d'elle pour me voir. Le pardon ne signifie pas oublier. Parfois, cela signifie simplement se laisser vivre à nouveau. Avant de partir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé un dernier message. J'espère qu'un jour vous pourrez être heureux sans avoir besoin de me blesser en premier. Je n'ai pas attendu de réponse. Les semaines se sont écoulées, la ville a évolué, les potins se sont estompés, le scandale est devenu une vieille nouvelle et j'ai recommencé. J'ai rouvert ma boutique de fleurs, plus petite cette fois, dans une rue plus calme où les clients ne sont pas venus à cause de qui j'étais, mais à cause de ce que je pouvais offrir maintenant. Caspian s'arrêta souvent, généralement avec du café. Junia a envoyé des photos de ses enfants, des messages remplis de rire et de mise à jour. Un autre type de famille, celui que j'ai choisi. Certaines blessures ne guérissent pas parfaitement, mais elles ont finalement cessé de saigner. Ce soir-là, alors que je verrouillais la boutique et que je sois sortie dans la soirée cool de Charleston, j'ai souri, non pas parce que tout était parfait, mais parce que je savais finalement que ce n'était pas le cas depuis si longtemps. Je croyais que la famille signifiait vous sacrifier pour garder la paix, que si je me penchais assez loin, je restais assez longtemps, peut-être qu'un jour il me verrait enfin. Mais voici la vérité, personne ne vous le dit. Parfois, la famille n'est pas qui partage votre sang. C'est qui apparaît lorsque la pièce est vide, qui écoute sans s'attendre à ce que vous vous rétrayiez pour s'adapter à leur histoire. S'éloigner n'était pas facile. Ce n'est jamais. Mais la paix ne vient pas d'attendre des gens qui continuent de prouver qu'ils ne vous apprécient pas. Cela vient de vous évaluer enfin. Et maintenant, je veux vous demander quelque chose. Êtes-vous déjà resté trop longtemps dans un endroit, une relation, une famille qui n'arrêtait pas de vous demander d'être moins, juste pour pouvoir se sentir plus? Que se passerait-il si, pour une fois, vous vous avez choisi?
Déposez-vous dans les commentaires si cette histoire vous faisait arrêter et réfléchir à vos propres limites, ou dites-moi d'où vous regardez. J'adorerais savoir jusqu'où cette histoire a parcouru. Et si cette histoire n'était pas pour vous, ça va aussi. Faites-moi savoir pourquoi votre voix compte ici. Et si vous voulez entendre plus d'histoires réelles sur la famille, l'amour, la perte et vous retrouver à nouveau, appuyez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez cette petite communauté que nous construisons. Car, à la fin de la journée, nous essayons tous de trouver un endroit où nous appartenons.